Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airport. Bonjour. Bonjour. Nicolas Notebaert, vous êtes Vinci, leader mondial des infrastructures de mobilité. On va en parler. 70 aéroports dans le monde, la gestion des autoroutes, la question de l'environnement, évidemment, un gros sujet. Mais on a envie d'abord de parler de vous, Nicolas Notebaert. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Qu'est-ce qui vous a construit et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes directeur de Vinci Concessions? Alors, j'ai 53 ans. J'ai des grands-parents qui étaient modestes, mais qui ont beaucoup cru à l'éducation avec le modèle français. Donc, j'ai des parents enseignants qui m'ont transmis ce modèle du savoir, en particulier de la vérité scientifique, mais aussi de l'école. Et ce rapport avec le savoir, j'aime aussi la compétition, le sport, les rencontres. Et cet ensemble de la compétition et du savoir m'a permis, avec le système éducatif français, la méritocratie républicaine, comme on dit, d'accéder aux grandes écoles scientifiques. Et à partir de ces grandes écoles, l'école polytechnique, le corps des ponts et chaussées, ça m'a permis de réaliser un travail et des activités passionnantes au service des infrastructures de transport. Ouais. Alors, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airport, de longues années, j'ai ouï dire que vous aviez vécu finalement une aventure entrepreneuriale. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. J'ai commencé, et j'en suis très fier, dans le secteur public. J'ai fait de la maîtrise d'ouvrage autoroutière. J'ai fait aussi du cabinet ministériel avec Jean-Claude Guessot, qui a, je dirais, complété mon parcours qui était plutôt scientifique et technique par une approche humaine. C'était un grand ministre des Transports. Et à partir de ça, j'ai fait le choix, dès 2002, il y a un peu plus de 20 ans, de rejoindre un groupe assez étonnant qui venait d'être créé dans son nom à l'époque, qui s'appelle le groupe Vinci, et qui m'a permis, à partir de ses connaissances dans les infrastructures de transport, dans le modèle des concessions, j'y reviendrai, de développer, de faire naître, de faire reconnaître l'activité aéroportuaire. Et donc, dans un groupe de cette taille, avoir l'opportunité de développer une nouvelle activité, un nouveau métier, de construire une équipe, de recruter, de fidéliser des équipes pour réaliser une œuvre commune, parce qu'une œuvre, c'est jamais individuel, c'est un travail d'équipe. C'est effectivement ce qui m'a animé au cours des 20 dernières années. Il y a des valeurs que vous défendez plus que d'autres? Tout à fait. Alors, d'abord, Vinci, sous la conduite de Xavier Huillard, c'est un groupe étonnant qui n'est pas toujours connu, où il y a des valeurs du groupe qui sont très importantes pour développer une activité économique, industrielle. C'est les valeurs de décentralisation et de transparence. La décentralisation, c'est ce qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-même dans un périmètre, dans un cadre où il a de l'autonomie, de la responsabilité. Puis la transparence, parce que la contrepartie, c'est qu'il faut permettre à tout le monde d'avoir accès à ce qu'on fait. Et donc ces valeurs du groupe, responsabilité, autonomie, m'ont beaucoup aidé en tout cas, je me suis trouvé dans ce groupe, je m'y suis trouvé bien, et je pense que j'ai pu donner le meilleur de moi-même dans ce groupe. Après, les valeurs personnelles, qui, je crois, ont complété ce cadre absolument incroyable du groupe Vinci, c'est l'esprit de compétition. Je trouve que la compétition, quand elle suit des règles, quand elle suit plutôt l'idée de challenge collectif, c'est quelque chose qui me mue depuis mon enfance, que j'aime bien, mais aussi de concilier des valeurs d'équipe, d'écoute, de travail en commun. Je suis très fier, par exemple, que les gens, les équipes très variées qui m'ont rejointe depuis une vingtaine d'années, progressivement, notamment depuis 10 ans, soient toujours là. Il y a une grande continuité, on grandit ensemble. Et cette fidélité collective aux projets et aux personnes, aux femmes et aux hommes qui travaillent ensemble, je trouve que c'est une belle valeur. Enfin, il y a une dernière valeur très importante qui est à la fois privée et professionnelle, c'est que moi je crois beaucoup aux relations internationales, aux relations entre les hommes et les femmes, à la culture, à la géopolitique mondiale. Et j'ai la chance d'être dans un métier passionnant où on participe à la création de liens entre les pays, entre les cultures. Oui, bien sûr. Et ça, c'est absolument génial. Il y a un enjeu extrêmement important, la décarbonation des aéroports, la décarbonation des autoroutes aussi. Comment est-ce que Vinci s'y prend justement pour réduire son empreinte carbone?
Alors, c'est un sujet absolument passionnant. Je m'adresse en particulier aux jeunes, parce que je pense que c'est l'un des sujets du siècle et peut-être le plus passionnant. Et il y aura de plus en plus d'avions à l'avenir, donc c'est un double. Voilà. C'est en fait la mobilité, elle va pas être en décroissance. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'une des très grandes valeurs de l'humanité. Mm. Depuis plus d'un million d'années, l'espèce humaine se déplace. Mm. Et elle est inarrêtable. Mm. Elle est inarrêtable au niveau local. Même si certains voudraient faire arrêter les avions, par exemple, mais ça Le mode de une transport utopie. est secondaire par rapport à l'irrépressible besoin de mobilité. Mhm. Et en même temps, comme dirait l'autre, il y a besoin de lutter, parce que c'est l'urgence absolue contre le changement climatique. Mm. Et donc cette conciliation de ce qui peut apparaître comme des contraires, Mhm. c'est ce qui motive une entreprise comme la nôtre. C'est-à-dire, c'est comment permettre que la mobilité continue, mais soit suffisamment décarbonée et à un rythme élevé, Mhm. pour que on puisse à la fois se déplacer et lutter contre le changement climatique. Et donc ça rejoint votre question. C'est-à-dire le premier objectif, c'est que nos propres émissions à nous, infrastructures, diminuent. Donc on est très fiers d'être des leaders en la matière. Mhm. Ça fait 7 ans qu'on y travaille. On a été primé à la COP 28 à Dubaï. On a 4 aéroports sur les 10 primés qui étaient dans notre réseau. Mhm. Et donc on est très en avance sur nos ambitions qui sont réduire à marche forcée les émissions de carbone de nos infrastructures. Et après, la deuxième étape, c'est comment on aide Les nos véhicules. clients, les véhicules. Absolument. D'ailleurs, je crois qu'il y a un avion électrique que vous avez accueilli à l'aéroport de Lyon, 100% électrique. Tout à Vinci fait. a participé aussi à la construction de cet avion. Alors, à la construction, nous, on a facilité son accueil, Oui. puisque un avion, nous, on n'est pas dans la technologie, dans les Oui. compagnies aériennes, mais on a des hangars, on a les frais Oui. afférents Mise à à disposition l'utilisation. de- Voilà, voilà. on a organisé Mm. pour que ça coûte rien à cet avion, parce que c'est un avion école, Mm. et parce que dans les logiques, non seulement de lutte contre le changement climatique, mais aussi de bruit à l'environnement Oui. de Nuisance l'aéroport de sonore. Bron, les communes riveraines ont participé à cette Mm. expérimentation qui est intéressante. L'avion électrique, On ce en est encore sera, très loin, hein, bien sûr. voilà. Mais, L'avion électrique, ce sera limité, c'est un usage de courte distance, mais on travaille aussi beaucoup à ce qu'on appelle les biocarburants durables, c'est-à-dire mélanger de la biomasse, Mhm. des résidus comment dirais-je, de déchets, Mm. du bois au kérosène. On Mhm. arrive aujourd'hui à faire voler des avions avec seulement 50% de kérosène. Mhm. Et donc, on a mis à disposition sur les aéroports de nos réseaux, à commencer par Clermont-Ferrand, des biocarburants durables. Maintenant, on en a à peu près dans Après, une il faut dizaine. pouvoir en produire suffisamment pour remplacer les énergies fossiles. Ça va prendre un peu de temps, ça, quand même, non? Alors, il y aura plusieurs étapes. Ouais. La première étape qui est bien engagée, c'est d'utiliser des résidus huileux, notamment tous les déchets d'huile des restaurants, des choses comme ça, et c'est des quantités phénoménales. Ça suffira pas. Et donc après, il y aura ce qu'on appelle, en termes un peu anglo-saxons, alcohol to jet. Mhm. Et ensuite, on fera dans une dizaine d'années ce qu'on appelle des e-fuels, c'est-à-dire des carburants synthétiques. Mhm. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une solution. Il y a tous les 5 ou 10 ans, une solution à accélérer jusqu'à la dernière, qui d'ailleurs ne sera pas exclusive, qui sera l'avion à hydrogène liquide sur lequel Airbus travaille pour Bien sûr. l'horizon 2035. Alors, à côté de ça, il y a aussi les charges, les taxes qui sont imposées justement aux infrastructures que vous représentez. Ça pèse lourd ou est-ce que ça, c'est un domaine finalement qui reste à améliorer? Parce qu'il y a les taxes, les impôts, l'éco-contribution, le prix du kérosène qui augmente également, qui pèse aussi lourd dans le portefeuille du particulier. Est-ce que c'est un problème pour vous? Alors, le modèle de la concession, c'est un modèle que je trouve particulièrement moderne, particulièrement d'actualité. Pourquoi? Parce que les États, ils ont beaucoup d'obligations aujourd'hui. Depuis peu, ils ont de très très loin à renforcer leurs obligations de défense. On voit pourquoi. De sécurité, sécurité intérieure, sécurité extérieure. C'est vrai. Ils ont la santé, ils ont l'éducation. Et les infrastructures de transport, c'est quelque chose qui, je pense, est relativement souple et facile à concéder. C'est-à-dire, on donne le droit à une entreprise de construire, maintenir, opérer et offrir des services à des clients. Et de ce côté-là, Vinci, qui est leader mondial de ces activités, a démontré au Japon, au Brésil, aux États-Unis que c'était un modèle mondial qui fonctionnait bien. La particularité de ce modèle, c'est qu'en fait, l'argent des entreprises au service du public peut changer de destination. Avant, c'était pour construire. Aujourd'hui, on peut utiliser ces recettes pour entretenir et aussi pour décarboner. Voilà. Le problème, c'est que si cet argent peut être utilisé pour décarboner, bah, si on le taxe, ça offre moins de capacité d'investissement. Et donc ça, c'est un discours qui passe bien avec la plupart des États. Je pense aux États-Unis qui, pour décarboner,
on fait un acte qui s'appelle l'IRA, IRA, qui en gros dit aux entreprises, pour vous aider à décarboner, on va vous faire plutôt des rabais d'impôts pour encourager... Ce qui fait que ça n'est pas répercuté sur le portefeuille du particulier. Exactement. Et du coup, le message de l'environnement passe mieux aussi auprès des usagers, j'imagine. Tout à fait. On va passer à la question du Collège de Paris, si vous le voulez bien. Le Collège de Paris, hein, ce sont des établissements d'enseignement supérieur qui a pour mission justement de mettre l'excellence au service de tous. Et on en parle juste après le jingle. La question du Collège de Paris pour vous, Nicolas Notebaert. Quels sont les principaux défis que votre entreprise rencontre dans la mise en œuvre de sa stratégie RSE? La principale enjeu ou challenge, c'est de concilier l'attractivité du territoire. La mobilité est un facteur d'attractivité du territoire, soit à longue distance, être connecté, soit localement, que les communautés autour de l'aéroport, autour de l'autoroute, autour d'une ligne à grande vitesse ou de panneaux photovoltaïques vivent bien la présence de l'infrastructure, en bénéficient, et de l'autre côté, que ces infrastructures permettent de lutter contre le changement climatique. Et cette conciliation de contraires apparents, c'est un challenge passionnant pour les concessionnaires que nous sommes, parce qu'à chaque décision d'investissement, de développement d'une infrastructure, on doit trouver cet équilibre entre l'attractivité, le bénéfice collectif aux populations du territoire, parce que l'infrastructure sert au territoire, donc à ses populations, bien sûr. Et la limitation des effets sur le changement climatique. Ça, c'est le challenge principal. Il y en a d'autres. Nous sommes un investisseur mondial, et donc assurer une diversité des équipes qui travaillent dans ces infrastructures, aussi bien la diversité internationale, la diversité des origines, la diversité entre urbaine, les hommes et les rurale. femmes, urbaine et rurale, d'avoir des populations qui représentent les clients ou les gens pour lesquels nous travaillons, c'est très important. Et donc, ce n'est pas juste de remplir, de cocher des cases de valeur, c'est qu'en fait, c'est consubstantiel à l'activité. Être concessionnaire français, privé, opérant des infrastructures de services publics partout dans le monde, ça fait que c'est un enjeu business. D'avoir des équipes diverses, ayant des valeurs positives de développement de ces territoires, ça permet de mieux réaliser notre projet pour ces pays, pour ces métropoles. On va en parler de cette diversité, on va parler de la parité, l'égalité homme-femme dans votre entreprise, via la question de l'International Women's Forum France. Et c'est tout de suite après le jingle. La question de l'International Women's Forum France pour vous, Nicolas Notebaert. Vous l'avez choisi, on vous en a proposé plusieurs. Quelle est votre opinion personnelle sur la parité? Est-ce que c'est encore un sujet important aujourd'hui à porter dans une entreprise, selon vous? Oui, je pense que ça n'a jamais été aussi important pour plusieurs raisons. D'abord, nos clients, nos passagers, ils sont à peu près à moitié des hommes et des femmes. Et donc, à partir du moment où on représente, on sert une population, on est d'autant mieux efficace pour lui rendre service que les gens qui rendent ces services représentent cette population. Nous, on part d'une base, on a acquis beaucoup de sociétés, de concessions dans le monde où l'ensemble de notre personnel féminin, c'est à peu près 37%. Donc c'est pas très loin. Parité, c'est pas loin. On n'en est pas loin. Voilà, alors on a des situations très diverses, il y a des pays où il y en a un peu moins, et il y a des pays où on a la parité. En France? En France, on est plutôt à 45%, donc c'est pas mal. Et dans les COMEX? Alors, dans les COMEX, on part des managers. Les managers, on est à 37%. Donc déjà, on a atteint le bon niveau de représentation des cadres par rapport aux populations. Ce n'est pas assez au niveau de ce qu'on appelle le top management. On est plutôt à 25%. Donc moi, j'ai décidé qu'on prenne tous les devants. Donc on a un CODIR de Vinci Concessions qui est paritaire, 50-50, avec d'ailleurs des responsabilités opérationnelles autant que fonctionnelles pour les femmes et les hommes. Et je demande à tous mes dirigeants de sociétés partout dans le monde d'aller vers la parité. Donc c'est comme ça qu'on va rattraper. On va passer, on sera au-dessus de 37, on va monter à 50 pour l'ensemble des populations concernées. Et le rattrapage du top management, c'est important. Et donc je pense que, les personnes qui disent que c'est pas possible, ça n'est pas le cas. Nous, on démontre que c'est possible. Et surtout, c'est possible partout dans le monde. L'une des valeurs de Vinci qu'on développe partout dans le monde à travers de Vinci Concessions, c'est quelles que soient les cultures et quels que soient les pays, ça ne doit pas être négociable. C'est important parce que les écarts aussi
d'autant plus grand, en tout cas, suivant les pays dans lesquels vous êtes. Hein. Tout à fait. La France fait figure de bon élève, en fait. Hein. Alors, la France est un élève plutôt bon sans être le meilleur, mais l'important, c'est que ces valeurs ne doivent pas être négociables. Absolument. Et la bonne nouvelle des endroits où nous opérons, c'est qu'on s'aperçoit que les équipes locales prennent ces valeurs au pied de la lettre, c'est bien, les développent localement et arrivent à avoir des résultats incroyables. Il y a peu de temps, on a une dirigeante d'aéroport qui, pour la première fois, est la patronne du réseau des aéroports d'Amérique latine. On est fiers chez Vinci Airports que ce soit une de nos dirigeantes qui l'était. On va passer à la question de l'hémicycle, si vous le voulez bien. Cette fois, c'est vous qui allez poser une question aux politiques, aux députés, aux présidents, comme vous voulez. Vous avez 1 minute, ça va être face caméra juste après le jingle. Nicolas Notebaert, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces politiques? Je vous laisse les regarder droit dans les yeux comme si vous étiez dans l'hémicycle, allez-y. Depuis une cinquantaine d'années, mais même avant, si on remonte jusqu'au 19e siècle, la concession de services publics et de travaux publics a permis à la France de développer des infrastructures incroyables au plus haut niveau mondial. Ce modèle a été exporté par nombre d'entreprises à l'international. Ne pensez-vous pas qu'à l'heure où la lutte contre le changement climatique dans la mobilité est sans doute la bataille la plus importante, ce modèle de la concession pourrait être mieux utilisé pour contribuer à la décarbonation des mobilités en permettant aux entreprises du secteur d'investir dans la décarbonation de la mobilité aussi bien aéroportuaire, autoroutière que ferroviaire, plutôt que de taxer et d'organiser des vases communicants un peu artificiels entre ces différentes activités. Voilà, on espère qu'on aura la réponse bientôt en tout cas. Merci beaucoup Nicolas Notebaert d'avoir participé à cette émission. On se dit tout sur ce plateau de l'Hémicycle TV. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.